Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire d'Urbis Le Mac qui est consacré aux espaces publics. C'est un sujet que nous explorons depuis plusieurs événements et qui donnera lieu à la publication sans doute d'un ouvrage qui sera signé de l'agence d'urbanisme de Dunkerque en cette fin d'année. Donc nous vous tiendrons informés. Je vous rappelle brièvement les règles du jeu de nos webinaires pour ceux qui seraient avec nous pour la première fois. Donc, nous consacrons 30 minutes d'exploration du sujet avec notre invité et ensuite 30 minutes pour répondre à vos questions, des questions que vous pouvez nous adresser dès à présent via le chat, donc par écrit. Je les sélectionnerai et j'essaierai d'en sélectionner un maximum pour que notre invité puisse y répondre. Alors, notre invité aujourd'hui, c'est Nicolas Vlovera. Bonjour. Donc, vous êtes le directeur général de Playgon. C'est une société d'aménagement qui est spécialisée dans les aménagements ludiques, sportifs, c'est-à-dire que vous vendez et vous installez tout ce qu'on peut voir dans les parcs, les aires de jeu, les terrains de sport. Une grande partie de ce qui fait l'espace public aujourd'hui. Et quand je vous ai proposé d'être notre invité pour ces webinaires, vous m'avez suggéré de parler de design actif, alors quelque chose qui est encore assez peu connu. C'est une nouvelle façon d'aménager les espaces publics. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, bien sûr. Le design actif, c'est un outil qui va permettre d'amener une pratique sportive, une pratique ludique et sportive dans la ville, dans un endroit où on ne s'y attend pas forcément. C'est un outil qui permet d'amener les gens à la pratique sportive. On parle de sédentarité, beaucoup, de plus en plus. Le design actif est une solution de lutte contre la sédentarité. Ça va permettre de créer des espaces de micro-activité, des espaces de jeu et de sport là où on ne les attend pas, et à travers la ville, et amener des gens qui ne sont pas des sportifs à avoir une pratique, à se déplacer en mobilité douce, ou alors à pratiquer des jeux dans la ville avec leurs enfants, ou alors à aller vraiment pratiquer du sport sur un endroit qu'ils n'attendaient pas. Un hall de gare, une rue, un centre commercial, etc. Ça répond à des problématiques quand même assez actuelles. La ville du Caire qui prend soin de ses habitants, et puis aussi la ville qui réduit la place accordée à la voiture, puisque ça s'adresse aux gens qui sont à pied, à vélo, peut-être autrement. Exactement, ouais. C'est une ville qui va faire, c'est un outil qui va faire plus attention aux habitants de la ville et qui va mettre à disposition des aménagements qui vont permettre de mieux vivre ensemble. Donc d'aller pratiquer son sport dans la ville au plus près de chez soi, d'aller à son travail à pied en étant sur des éléments sécurisés, de transformer des sites comme par exemple ce projet de transformation de pont où la réflexion a été portée sur une passerelle où il n'y avait rien en fait, c'était une passerelle piétonne, il ne se créait rien. Et là, l'objectif était de créer un lieu de vie et d'en faire un lieu de ralliement et de passage, un lieu où on puisse aller pour rencontrer des gens, pour avoir une pratique ludique, sportive, mais aussi pour créer du lien social. Donc cet aménagement-là est une belle définition là, du design actif. C'est très coloré, c'est multi-âge, multifonctionnel et multi-activité. Donc ça donne envie de sauter, de bouger, de danser. On peut faire quel type d'activité? Ici, on peut déjà traverser, on peut courir, on peut faire son running, on peut aller s'amuser, on peut faire du vélo, on peut faire de la trottinette, on peut s'asseoir, lire un livre, on peut prendre du temps, mais derrière, on est invité à utiliser cette passerelle qui et surtout, on va inviter les gens à y aller. Derrière, le design actif ne va pas se réfléchir juste sur un spot qu'on va équiper, mais va se réfléchir à la hauteur d'une ville. Donc ça, c'est un élément constitutif d'un ensemble d'aménagements et qui vont permettre une circulation entre les différents aménagements. D'accord. Et alors, ça peut concerner quel type d'espace public, le design actif? Est-ce que tous les espaces sont concernés? Est-ce qu'il y a des choses, des endroits qui s'y prêtent mieux que d'autres? Et si oui, lesquels? Le design actif, lui, va pouvoir s'intégrer sur n'importe quel type d'espace, forcément d'attention.
et qui sont des lieux où il ne se passe pas grand-chose, assez facilement avec cet outil-là, on peut transformer ces espaces. Par exemple, les halls de gare. Je sais pas. Ah, voilà. On peut transformer des parkings, des halls de gare, des stations de métro, des escaliers, des cours d'école, des parcs universitaires, des rues, des ruelles, et on va pouvoir amener une réponse là où il n'existe pas grand-chose, pour des budgets qui sont soit très petits, très légers, donc on va mettre quelques coups de peinture, et on va améliorer l'identité graphique du lieu, on va amener de la couleur, on va amener des jeux, des peintures, des fresques, ou alors sur des budgets bien plus grands où on aura réfléchi la transformation d'un site complet. Donc il n'y a pas de définition de site dédié. Tous les sites peuvent être transformés grâce au design actif et pas uniquement, il n'y a pas une réponse unique. Donc là, par exemple, c'est une rue qui a été transformée en espace complètement de rencontre et sur lequel vous alliez passer du temps le week-end, le soir, pour aller rencontrer vos amis. Où vous pouvez prendre un verre, vous pouvez jouer au basket. C'est une rue qui est à Vancouver et qui est un exemple que j'adore parce qu'à peu près tous les ans, en fait, ils remodélisent la rue et ils redéfinissent la rue. C'était vraiment une ruelle, hein. On voit, il y a les poubelles qui étaient derrière, donc il y a une attention particulière qui a été portée aux éléments existants parce que la rue conserve quand même ses usages, mais on transforme pour amener quelque chose de plus sur l'équipement et donner de la vie là où il y a vraiment pas de vie, et c'est tout l'intérêt de ça. L'autre intérêt du design actif, par exemple, ici, c'est que jamais une jeune femme serait allée toute seule sur cet espace-là précédemment, parce que c'était un espace qui était un peu glauque, en fait. Voilà, ça sentait le pipi, c'était sale, mal famé. Et là, en amenant de la couleur et de la lumière, on transforme vraiment l'espace. Donc on peut imaginer ça dans beaucoup d'endroits. Cette volonté de sécuriser en amenant quelque chose de beau, ça fonctionne. On a des exemples partout à travers le monde, c'est ce que je vous propose ici, là. Et ça fonctionne ici aussi. En fait, il faut avoir cette volonté de créer de l'innovation et d'être créatif et d'amener l'art là où il n'y en a pas, d'amener le ludique et le sportif là où il n'y en a pas. Donc c'est une dynamique à mettre en œuvre qui plaît beaucoup aux usagers, aux habitants de la ville et qui va créer quelque chose, une connexion nouvelle avec les habitants. Ce qui est aussi intéressant avec le design actif, c'est qu'on peut faire participer les habitants, beaucoup, en faisant les concertations et en allant au plus près de l'habitant et en lui demandant, voilà, qu'est-ce que vous attendez, comment on peut transformer la ville. Donc le design actif, on peut le faire, nous, notre société qui va vers la ville, mais on peut aussi le faire avec les habitants du quartier qui vont participer à transformer leur vie de quartier. Et donc, on donne un nouveau souffle à une ville, voilà, et à un espace. C'est vrai que sur cette image-là, on imagine bien à quoi pouvait ressembler la ruelle avant. On voit bien que c'était un lieu sans doute sans qualité urbaine, que les gens n'aimaient pas emprunter. Et cette notion d'attractivité, de rendre de l'attractivité à des lieux qui en étaient dénués, c'est quand même ce qui me semble particulièrement intéressant. C'est au cœur des préoccupations des élus, des techniciens des villes aujourd'hui. C'est comment rendre attractifs des lieux complètement boudés, marqués par l'insécurité, etc. Donc, ça peut être vraiment une réponse appropriée, ce design actif. Oui, tout à fait. Là, je suis passé sur un exemple qu'on a avec notre partenaire, ça c'est à Shanghai. Et là, l'idée, c'était vraiment une station de métro où il se passait rien. Une station de métro qui va donner sur un centre commercial avec une esplanade qu'on connaît tous dans les stations parisiennes, par exemple, des espaces où il ne se passe rien d'autre que juste du passage. Et où il n'y a aucune activité et où vous n'allez pas passer du temps. Donc c'est presque un espace perdu. Cet espace-là a été transformé sur un espace à destination quasiment touristique. Parce que quand vous allez sur cet espace-là, vous y allez aussi pour aller à la rencontre de cet endroit-là, prendre vos photos, parce que ça devient des lieux iconiques. Et ça, c'est intéressant aussi en travaillant sur cet aspect artistique et de décoration du site. Mais vous allez amener les enfants à jouer sur un espace en créant des toboggans, des aires de jeu. Vous avez créé vos espaces pour que les gens puissent se rencontrer et puissent se parler. Et vous avez créé des nouvelles activités, là, pour le coup, où il n'y en avait pas du tout. Ces espaces-là qu'on peut rediffuser à plusieurs endroits de la ville vont créer une dynamique nouvelle dans la ville et permettre des nouveaux usages. Voilà. On n'a plus de place, j'entends souvent qu'on n'a plus de place pour créer des nouveaux équipements. Le design actif est un outil pour aménager des espaces existants et les transformer en espaces ludiques, sportifs et de création de liens sociaux. Ouais, c'est travailler avec ce qu'on a, ce dont on dispose pour transformer les lieux. Ça correspond à cette idée d'espace public réversible dont on change
l'usage au fur et à mesure du temps et qu'on adapte en fonction des besoins, si je comprends bien. C'est ça, exactement. Après, ce design actif-là, par exemple, peut être voué à rester 3 mois, 6 mois, donc peut être amené à être un élément événementiel. Donc on peut le créer sur des durées limitées. Sur les grands projets sportifs, on nous questionne de manière récurrente sur ça, sur comment faire sur l'espace de 4, 6 semaines, 8 semaines, pour créer quelque chose de nouveau, de moteur à un endroit, et comment on peut participer à ça en amenant quelque chose, en transformant une place d'un hôtel de ville, en transformant le terminal d'un aéroport, pour lui donner une identité sur cette durée-là d'événement et pour amener du mouvement à cet endroit-là. Donc ça peut être soit événementiel, soit totalement pérenne sur des équipements qu'on va créer sur le long terme. Voilà. Elle est un petit peu capricieuse, mais elle finit par fonctionner. Par exemple, ça, ce qui est vraiment très intéressant, c'est on est sur un équipement qui était un équipement sportif à la base où vous aviez que des garçons qui jouaient. Donc ça, c'est un équipement où le design actif a été utilisé pour transformer l'espace. Donc c'était un plateau sportif où il n'y avait que des garçons qui participaient et qui jouaient uniquement quasiment qu'au foot. Cet équipement-là, il y a une concertation qui a été faite avec les jeunes filles. Et ça, c'est important parce que le design actif se veut très inclusif. Et très inclusif vers les personnes à mobilité réduite, les différents handicaps, mais également et fondamentalement sur les enfants, sur les jeunes femmes et sur les femmes et sur les seniors, par exemple. Donc là, cet équipement-là, il y a eu une concertation qui a été menée avec des jeunes filles, et l'idée, c'était de leur dire, mais qu'est-ce que vous aimeriez, vous, pour venir sur cet équipement-là, puisque cet équipement-là vous échappe et vous n'y allez pas. Donc elles ont demandé des espaces, elles n'ont pas oublié les garçons, puisqu'elles ont créé un espace de foot qu'on voit là sur le côté. Il y a un espace de basket qui a été créé pour faire du sport, mais elles voulaient aussi des espaces ludiques qui n'existaient pas précédemment. Là, on voit le cheminement qui permet de traverser le site, alors qu'avant, on ne pouvait pas traverser le site, il y avait le terrain de foot. Et donc après, il y a des éléments où on va pouvoir se rencontrer, et les cercles qu'on voit en haut à droite, par exemple, c'est des espaces pour pratiquer la danse urbaine. Donc c'est des nouvelles choses on voit aussi des espaces pour s'asseoir, des bancs, des tables, et c'est des espaces pour se rencontrer. Donc c'est des espaces multigénérationnels, multi-activités, et qui créent du lien. Ça répond à 2 grandes problématiques, je pense, que rencontrent les élus et techniciens qui s'occupent des espaces publics. Effectivement, permettre la traversée, enfin, vous l'avez dit comme ça, mais c'est vraiment important de pouvoir traverser où on veut dans un espace public et pas de devoir tout contourner. On est un piéton, on a envie d'aller au plus près. Ça, c'est une donnée importante. Et puis aussi, vous m'aviez dit un petit peu en aparté avant ce webinaire que les filles pensaient beaucoup aux garçons, alors que quand on donnait la parole aux garçons, ils ne pensaient pas aux aménagements pour les filles. Et que quand on confiait l'aménagement à des jeunes filles, elles réservaient toujours une place aux garçons, et c'est quelque chose d'intéressant à savoir. Ouais. Puisque les jeunes femmes disparaissent souvent de l'espace public, et on n'a pas posé, un peu contextualisé le pourquoi de ce type d'aménagement, mais on les voit disparaître de l'espace public, et ce sont majoritairement les jeunes hommes qu'on voit utiliser les terrains de street workout, les terrains multisports. Enfin, on a eu l'occasion d'en parler puisque je vous avais interviewé pour préparer ce webinaire. Et vous m'expliquez qu'à titre personnel, c'était des choses que vous ne défendiez pas du tout. Le terrain multisport, c'est pas quelque chose vers quoi vous pensez qu'il faut aller. Ouais, c'est effectivement c'est un équipement qu'on met très souvent en place. C'est l'équipement sportif qui est le plus vendu en France, qui a une répétition entre 1000 et 1500 suivant les années qui se mettent en place. C'est un équipement qui n'a pas évolué depuis 25 ans, donc qui est constamment le même et qui a toujours les mêmes usages. On appelle ça multisport parce que vous allez avoir des buts de foot, des buts de basket et des poteaux de badminton et de volley dessus, par exemple. Mais va être quasiment tout le temps utilisé par des jeunes garçons qui vont jouer qu'au foot dessus. Donc les enfants les plus jeunes ne vont pas être autorisés, ils vont être autorisés à jouer, mais pas tout le temps, donc ça ne va pas être tout le temps accessible. Vous ne pouvez pas lier une pratique football et basket en même temps sur un terrain, c'est impossible. Le filet de volleyball, lui, par exemple, va se trouver en mairie, donc vous ne pouvez pas jouer au volleyball. Moi, en 15 ans, je n'ai jamais vu un terrain qui a été utilisé pour le volleyball. Et les jeunes filles, ils ne vont pas, parce que cet équipement-là est, je ne sais pas, pensé pour que les garçons puissent y aller et puissent prendre possession de ça. Et après, la forme de cet équipement, c'est grillagé, c'est fermé, il va vous falloir pas pénétrer à l'intérieur de l'équipement. S'il y a déjà des utilisateurs, il va falloir que vous les sortiez de l'équipement, c'est pas facile. Donc effectivement, ces équipements-là, il faut les penser différemment. Je pense qu'il y a un gros travail à faire dessus, on en a besoin un peu partout des terrains multisports, mais il faut qu'ils soient plus accueillants et plus accessibles au plus grand nombre et plus inclusifs. Donc les penser différemment.
Par exemple, on a cet exemple-là qui est intéressant. Ça, c'est un équipement que vous pouvez ajouter sur un terrain multisport. Le terrain multisport, quand la ville va mettre en place l'équipement sportif, elle va avoir fait une partie du chemin. Je le répète tout le temps qu'elle a fait 60% du chemin. Qu'il y a une partie, c'est 20%, c'est le faire savoir dans la ville. Comment je fais savoir que cet équipement existe pour le rendre disponible? Très souvent, dans la ville, on se rend compte que les gens ne connaissent pas l'équipement d'un côté à l'autre de la ville. Donc cet équipement-là, qui fait partie, lui aussi, du design actif, mais différemment, c'est un boîtier qui va être connecté avec une application sur votre téléphone. Ce boîtier est posé près du terrain multisport et vous permet en fait d'accéder à des ballons de basket si vous ne l'avez pas. Parce que c'est très bien de mettre des tables de ping-pong, des terrains de basket et des équipements à travers la ville. Par contre, si vous n'avez pas le produit pour jouer et pratiquer ce sport-là et jouer quand vous avez envie de le faire, vous ne pouvez pas. Et donc votre terrain, lui, n'a pas de vie. Donc ces boîtes-là existent avec des boules de pétanque, existent avec des ballons de basket et avec tout un tas d'équipements. On a aussi la même boîte avec des skates à l'intérieur pour permettre cet usage-là. Et là, on est vraiment dans le design actif parce que j'arrive sur le site, je ne sais pas quoi faire, au lieu d'aller regarder mon téléphone portable, par exemple, je vais me connecter sur ça, je vais prendre un ballon pendant une demi-heure et puis je vais aller jouer et je vais participer à une pratique sportive. Ouais, ça te donne envie, ça invite à la pratique sportive. Ça fait l'entraînement assez puissant. Je vais passer à un autre sujet, à moins que vous vouliez continuer. Ouais, je voulais qu'on parle de deux problématiques qui nous sont souvent posées à nous dans les agences d'urbanisme, à savoir la question des boucles commerciales. Créer des boucles commerciales pour que les chalands, dans les centres-villes, dans les villes, aient envie d'aller bien dans tous les lieux où il y a des commerces. Ça, c'est une problématique forte. Et après, j'en aurai une deuxième à vous soumettre. Et donc, je voulais avoir votre avis par rapport à cette création de boucles commerciales. Et est-ce que les techniques du design actif peuvent permettre de créer des boucles commerciales? Alors oui, on en avait parlé, c'est un outil qui va favoriser ça et qui va vous aider à dynamiser la vie dans votre ville. On avait donné l'exemple de la ville de Nantes, qui est un exemple que j'aime beaucoup, le voyage à Nantes, qui est une promenade qu'ils ont tracée à travers la ville et tous les ans, ils l'agrémentent de nouveaux objets. Donc la première année, il y avait une manifestation artistique qui était liée à ça, donc il y a un concours d'idées et un concours artistique. Il y a des éléments qui se mettent en place dans la ville. Et vous avez un lien tout dans la ville qui va vous permettre de traverser la ville et d'aller visiter. Donc vous pouvez traverser la ville en suivant une petite ligne verte qui traverse toute la ville de Nantes, où vous allez aller dans des quartiers où vous n'êtes jamais allé, mais vous allez y être invité par ce petit cheminement. Ce petit cheminement-là va vous amener sur des aires ludiques, va vous amener sur des aires artistiques ou des aires sportives. Donc vous allez traverser des terrains de football, vous allez traverser des œuvres d'art, et puis vous allez être amené à prendre du temps, à lire ce qui se passe, etc. Et ça crée une vraie dynamique parce que moi, la dernière fois que j'ai été à Nantes, par exemple, j'y suis allé pour voir les nouveautés qui étaient sur cette ligne-là et être invité à aller visiter. Et on découvre la ville totalement différemment comme ça. Tout à l'heure, on discutait de l'aménagement du design actif en disant qu'il ne fallait pas que ça soit juste un spot et qu'il fallait que ça soit pris à l'échelle de la ville. Ben, c'est cette chose-là. Il faut réfléchir cet aménagement pour qu'il soit le plus complet possible et essayer de faire en sorte que cette dynamique-là, elle se crée. Quand on va créer un lieu, il va falloir que ce lieu réponde à, par exemple, si on crée un lieu sportif, il va falloir que ce lieu sportif réponde au lieu ludique ou artistique qui est à côté et que les gens puissent être invités à se diffuser sur le site et à connaître ces éléments, ces différents éléments. Ouais, l'idéal, c'est d'utiliser le design actif à l'échelle d'une ville entière et d'essayer de bâtir une stratégie donc pour les boucles commerciales, pour faire aller les gens là où on souhaite qu'ils aillent, et leur faire découvrir des endroits qu'ils ne connaissaient pas ou remettre en lumière des endroits très peu prisés parce que jugés un peu plus récents, etc. Exactement. On donnait cet exemple tout à l'heure ici. Ça peut être typiquement un exemple qui va être mis également, mais là dans une boucle commerciale à côté de commerce et qui va amener les gens à aller sur cet endroit-là. Ça devient un hotspot. On y va parce que c'est iconique et on est invité à y aller. Imaginez ça dans votre ville avec un cheminement qui va vous amener de lieu en lieu et qui va vous permettre soit de découvrir ça, soit de traverser la ville et de vous entraîner à aller à la rencontre des commerces, à la rencontre de la culture dans votre ville. Ça va créer du flux, en fait, vers les endroits qu'on aura jugé bon
de rendre fréquentable. Ok, très bien. Et alors, j'ai un deuxième cas concret que j'aimerais qu'on aborde ensemble. C'est un cas qui nous est soumis beaucoup en ce moment, avec les élections municipales qui ont eu il n'y a pas longtemps. De nouvelles équipes ont été élues. Et il y a des élus qui arrivent dans des villes où il y a des parkings très importants sur les places centrales. Donc, c'est plutôt des villes moyennes, des centres-bourgs. Et ils ont envie d'enlever un petit peu ces voitures et de rendre tous ces espaces aux piétons, mais ils se heurtent à un cas très précis, qui est que par exemple le samedi ou le dimanche, ils ont le marché, et donc ils nous disent, bah, on ne peut pas faire quoi que ce soit sur cette autre place, donc on laisse les voitures, puisque le dimanche ou le samedi, on va devoir récupérer un espace vierge. Donc est-ce qu'il existe un moyen d'utiliser les techniques du design actif, de rendre aux piétons aux enfants, aux ados, à tout le monde cet espace-là et de l'utiliser de manière ludique et puis de l'avoir à nouveau complètement vide le samedi ou le dimanche pour le marché. Ça, c'est un cas très concret. Ou l'organisation d'un autre événement, une foire, le carnaval. C'est ce qu'on imagine. Le design actif, là, on a un exemple, par exemple, d'une peinture sur un carrefour avec les voies de circulation qui ont été réinventées pour permettre aux gens d'utiliser cet espace central. Bon, si on prend cet exemple-là et qu'on le donne sur une place publique, on peut imaginer la place publique, tout cet espace design actif être créé au sol, en peinture, en fresque géante sur le sol, et créer quelque chose de nouveau au sol, sans qu'il y ait d'éléments extérieurs qui viennent être mis en place. Donc on ne va pas gêner en fait la transformation de la place le temps du week-end, mais en semaine, on va pouvoir sur cette place créer des nouveaux usages. Donc là, par exemple, on voit très bien, hein, il y a des pots de fleurs qui ont été amenés, il y a des tables qui sont amenées, des racks à vélo qui sont amenés. Tous ces éléments-là, c'est des éléments qui peuvent être mobiles et transportés d'un endroit à l'autre pour rendre à la place son usage. L'équipement de design actif, il peut aussi être totalement mobile et totalement événementiel. Donc on peut créer en se donnant les moyens, on peut créer une aire de jeu qui va être mobile, on peut créer un équipement sportif qui va être mobile. Donc on peut imaginer une aire de fitness dans un rack, dans un container par exemple, le déposer le lundi, l'enlever le vendredi. Ça demande une logistique, mais ça permet de créer une nouvelle activité, un nouveau dynamisme dans la ville. Ces solutions-là, elles existent déjà, mais après, le design actif permet d'être ultra créatif et de proposer des choses qu'on n'a encore jamais vues ailleurs. Et ça, c'est plutôt sympa. On va aussi travailler sur des espaces comme celui-ci. Là, on a une verticalité. Et dans les aménagements, souvent, on oublie les verticalités. Ça permet de transformer des murs en des événements. Là, pour le coup, c'est ludique et sportif. Hein, c'est pas du tout aux normes sportives, cet équipement-là. Mais ça va permettre aux enfants et aux plus grands, en fait, de jouer sur cet équipement-là et d'amener une nouvelle identité au site. Ça, c'est quelque chose, par exemple, qui ne va pas gêner l'aménagement de la place et qui va, pour le coup, créer une dynamique autour de cette place-là. Voilà. Donc après, on a vraiment des solutions mobiles et puis déplaçables qui peuvent être aménagées sur les villes. Et puis créer des équipements qui vont durer 3 mois, 6 mois, 9 mois et qui vont pouvoir après tourner. Là, on travaille sur un équipement, justement, une aire de jeu mobile avec une ville où on va avoir dans la ville, on aura 4 ou 5 différents aménagements qui vont tourner sur la ville et qui vont créer l'événement au fur et à mesure qu'ils vont tourner, parce que les habitants du quartier vont découvrir ce qu'il y avait dans un autre quartier au fur et à mesure. Et c'est important parce que ça crée cet effet de surprise et cet effet waouh que les gens attendent. On peut poser une aire de jeu pour 20 ans ou créer un équipement pour 20 ans, 30 ans sur le site, c'est très solide, mais est-ce que c'est ce qu'on veut dans une ville, si on veut créer une dynamique dans une ville, ou est-ce qu'on veut créer l'événement perpétuel? Moi, je pense qu'il faut créer de l'événement, il faut donner du souffle à la ville pour que la ville, elle respire et qu'il y ait cette tonicité qu'on attend. Voilà, comment je fais pour que ma ville me plaise? Ben, je crée l'événement, j'amène des choses, je fais de la conciliation, je propose des nouvelles choses, j'innove, je crée et puis je propose des produits nouveaux. Vous me disiez, on ne fait plus des aménagements pour 20 ans. Enfin, pour vous, c'est un temps qui est révolu. Bah moi, je pense qu'effectivement, on parle de durabilité dans nos équipements, mais après, la durabilité n'empêche pas le fait que l'équipement puisse tourner et être amené ailleurs. Moi, je pense qu'on s'ennuie très vite, que les jeunes, les ados d'aujourd'hui n'ont plus du tout les mêmes problématiques qu'il y a 20 ans, 30 ans ou même 40 ans, hein, et qu'ils s'ennuient extrêmement vite. Et donc, il faut être en lien avec ça, proposer des choses qui donnent envie d'y aller, parce que sinon, on va
on ne va pas permettre à ces jeunes de s'intéresser à cet équipement-là. Donc, on va créer un équipement qui va leur donner envie de se rendre sur place et de créer cette dynamique et d'aller y jouer, d'aller se rencontrer, de sortir. L'idée, c'est de travailler pour éviter un maximum cet aspect sédentarité qui se développe de plus en plus chez les jeunes en les invitant à aller sur des sites et en les créant, donc en proposant des choses nouvelles. Et alors, vous venez de parler d'effets de surprise, d'effets waouh, ça c'est le sujet sur lequel je vous ai initialement contacté pour qu'on en discute. Et c'est vrai que vous avez été le premier intervenant à réagir de manière tout à fait positive à cette évocation de thématique. C'est ce que vous considérez que vous faites ça au quotidien avec le design actif. C'est le but premier du design actif, si on en revient à ça? Le design actif permet ça. Le design actif permet vraiment de lutter contre la sédentarité. Ça va vraiment être ce que je vais mettre en avant. Mais après, va permettre de créer cet effet waouh, parce que vous allez être dans des couleurs qui peuvent être assez excentriques, du jamais vu. Vous allez créer des espaces qui sont vous allez créer quelque chose de totalement nouveau, vous allez proposer des équipements sportifs, par exemple, qui sont absolument pas aux normes, mais qui vont créer de l'interaction. Vous allez créer cet effet waouh en proposant ce qu'on voyait tout à l'heure au pied des escalators. C'est un vrai effet waouh. Vous arrivez sur le site, vous allez y prendre des photos. Et cet élément-là, c'est intéressant parce que vous êtes amené à vous rendre sur site, par exemple, pour aller prendre en photo ça. Et l'effet waouh, il est aussi là, à donner une attractivité à la ville, là où elle n'en avait pas. Là, c'est quelque chose qui a été fait à Mexico, en partenariat avec Engie, qui s'appelle Solar Graffiti. Le gros avantage, enfin, ce site-là était un terrain de basket un peu pouilleux, et ils les ont transformés en 2 terrains de basket. Donc déjà, ils ont fait une fresque magnifique, et en plus de créer cette, enfin magnifique ou pas, c'est à chacun de définir, moi j'aime beaucoup. Et en plus de cet équipement-là, ils ont proposé des panneaux solaires qui permettent d'éclairer l'équipement et de le rendre disponible de jour et de nuit. Et ça, c'est également dans ces nouveaux usages, et c'est rendre disponibles les équipements par tout temps et pour tout le monde à tout moment, en fonction de votre rythme de vie. Si vous voulez aller jouer au basket à n'importe quelle heure, à cet endroit-là, vous pouvez y aller tant que les panneaux solaires ont eu la charge suffisante pour amener ça. Ici, ça vous permet également de sécuriser le site, d'amener la lumière, d'amener les peintures. La population a évolué, qui a joué là-dessus, et d'autres usagers ont été invités à venir dessus. Mais c'est typiquement ces grandes fresques qu'on voit apparaître partout, qui sont liées au design actif, sont des aménagements qui ont cet effet waouh et très surprenant. Donc on peut, à Paris, il y a des œuvres de street art, par exemple, sur les murs verticaux dans certains arrondissements. Il y a des boucles touristiques qui ont été créées pour aller les visiter. On peut tout à fait imaginer que ces équipements-là de design actif, quand on en aura mis plusieurs dans la ville, on pourra imaginer une boucle touristique dans la ville pour aller les visiter, etc. Tous ces lieux-là sont des lieux d'événements et des lieux qui peuvent être des lieux d'émerveillement. Ça peut changer l'image d'une ville qui a une image négative. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et c'est cette vocation-là. On va travailler le design actif aussi, par exemple, sur une ville qui n'est pas forcément sécurisée pour les petits et les enfants. On va amener, à travers ces équipements-là, à sécuriser la ville et à inviter les gens à aller à l'extérieur. Donc, si on arrive au final à amener les enfants à aller jouer sur un site en extérieur, en accès libre, sans papa, sans maman, on aura gagné quelque chose. Et on va pouvoir faire évoluer cette ville avec ces équipements-là. Donc, le design actif s'invite. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Nous, on le fait sur la ville de Paris, mais sur les rues aux écoles, par exemple. Les rues aux écoles sont des rues dans lesquelles on va pouvoir travailler le design actif pour éviter que le petit enfant pleure sur les 300 derniers mètres avant d'arriver à l'école, parce qu'on va avoir créé quelque chose sur tout ce cheminement où l'enfant va se dire « Ah ouais, chic, maman, on va à l'école aujourd'hui, je suis trop content, je vais pouvoir jouer sur le chemin. » Et c'est l'idée. L'idée, c'est aussi de pouvoir, sur les rues aux écoles, à travers l'aménagement qu'on va faire, les peintures au sol, les bancs et les éléments qu'on va mettre en œuvre, créer un lien entre l'enfant et son papa ou sa maman ou sa sœur sur ce chemin-là, et créer une histoire sur ce chemin-là. Donc on a cet aspect social et lien qui est hyper important et qu'on souhaite créer pour améliorer le bien-être des habitants de la ville. Donc c'est une démarche qui est longue, qu'on doit mettre en place en profondeur et qui est amenée à se développer et qui peut ne pas coûter très cher. Ouais, la question du coût, je pense, peut être cruciale.
Effectivement, ça peut être des aménagements comme ça, où vous avez des peintures sur où vous pouvez faire travailler même des street artistes locaux ou des associations locales pour transformer les sites. Ça peut être des équipements qui sont plus grands. Ça, c'est une école au Danemark que j'aime beaucoup, qui est complètement ouverte sur l'extérieur, puisque la cour d'école fait partie du paysage urbain extérieur. Donc, il n'y a pas d'intérieur-extérieur sur cette cour. Vous arrivez sur votre cour, vous êtes élève le matin, vous pouvez aller jouer dans votre cour le matin, et puis après aller à l'école, en jouant comme ça. Et ça, effectivement, c'est un projet qui coûte bien plus cher, puisque c'est un projet sur l'aménagement complet du quartier. Mais ça a été réfléchi pour amener les enfants à se sentir mieux et pour que l'espace scolaire ne soit plus un espace complètement fermé et que ça soit ouvert vers l'extérieur. Et que les parents n'aient pas peur de laisser leur enfant aller à pied à l'école, seul. Et qu'après, on puisse... Voilà, on va s'arrêter là parce qu'on a beaucoup de questions. Et la toute première, c'est Olivier Razemont qui me dit « C'est un peu dommage que Nicolas ne nous dise pas pour chaque aménagement où il a été créé et quand. » Donc, si on peut peut-être reprendre les slides une à une et puis très rapidement que tu dises où ça a été pris. Voilà, je pense qu'il n'est pas le seul à demander ça. Derrière, ce qui sera intéressant, c'est, on mettra à disposition les éléments et on a la version longue aussi si les gens souhaitent. Il faudra nous envoyer un email et puis on enverra ou on nous donnera un lien. On peut le mettre en ligne avec l'enregistrement de la vidéo. Enfin, on donnera un lien pour que les gens puissent aller chercher. On le voit, mais c'est un petit en bas et c'est vrai que... Puis il n'y a pas forcément le lieu. Voilà. Non, il n'y a pas forcément le lieu. Ça, c'est un projet donc, qui est... Ça, par exemple, c'est un pont qui a été dessiné avec 100 architectes et qui sera à Shanghai et c'est un projet qui va être transformé. Moi, j'ai bon espoir d'en faire un comme ça ici sur notre territoire prochainement. Pas comme ça, in fine. C'est-à-dire à Dunkerque. Dunkerque, vous avez un pont, moi je veux bien, mais là, il y a un petit peu de budget. Oh, on a pas mal de ponts. Mais après, par exemple, les quais à côté desquels nous sommes, c'est parfait. Le design actif est parfait pour activer ces espaces-là. Ici, c'est un élément qui est au Danemark. La ville, je ne l'ai plus en tête, mais c'est un plateau sportif qui a été réalisé au Danemark par Nivaland. Ça, c'est donc à Vancouver. Donc, c'est la ville de Vancouver qui a mis ça en place. Et donc là, on voit que c'est les habitants du quartier qui ont diffusé l'idée et qui se sont appropriés le site. Donc là, il y a une concertation et il y a un vivre ensemble qui a été créé. Comment je crée de la vie dans mon quartier? Ici, ça, c'est en Italie. C'est à Milan. Et c'est des espaces qu'on peut trouver un peu partout à travers le monde. Il y a des exemples de transformation de circulation. Ça, c'est vrai qu'on en a vu. Ça, on en a vu beaucoup, mais c'est parfaitement intéressant parce que quand on regarde les cheminements du trafic, on voit que finalement, là, c'était sacrément le bazar avant puisque c'était utilisé comme une place de parking et que maintenant, la place de la voiture est bien plus limitée dans l'espace et on a redonné cet espace-là à l'habitant. Et donc là, on va gagner en mieux-être puisqu'on va proposer à l'habitant de se réapproprier ce site-là. Et c'est aussi ça le design actif, se réapproprier des espaces qui ne sont pas voués à un usage humain et pédestre. Ici, ça c'est quelque chose qu'avaient fait Florian Brier et Nicolas Lelièvre. Donc c'était deux designers en projet d'études, c'était à La Défense. Et ils avaient utilisé plusieurs mobiliers urbains. Et je trouve que ce principe-là est magnifique, parfaitement intéressant. Et ils avaient transformé les poteaux, le mobilier urbain vraiment. Là, par exemple, en punching bag, ils avaient utilisé ça également comme arrivée d'un trou au golf. Vous aviez aussi un poteau qui était transformé avec un cercle de basket. Et il y avait plusieurs exemples de ce type-là. Ils avaient transformé des marches en skatepark. Et c'était absolument canon. Après, on est un petit peu bridé par les normes sur certaines choses et sur certaines transformations, parce qu'on doit agir dans le respect des normes. Et il faut que ça puisse être en sécurité. Donc le panneau de basket sur un équipement comme ça, par exemple, c'est quasiment pas possible de le mettre ça, c'est Shenzhen. Ça, c'était à Paris, donc c'était dans le cadre d'un essai, puisqu'il y avait 2 boîtes qui avaient été posées dans Paris pendant une durée avec Urban Lab pour tester cet usage-là. L'équipement a pris un peu de temps sur le développement, mais va être disponible là prochainement parce que avec la crise sanitaire, les problèmes de matériaux
c'est un équipement qui est bourré d'électronique et de puces, et il n'y avait plus les puces disponibles pour créer l'équipement. Donc il y a eu un stop dessus, mais l'équipement là arrive et va commencer à équiper les villes prochainement. Et ici, c'est, je sais plus où c'est, je sais plus, je ne me rappelle plus où est cette image. Ça, je vous en informe. Ça, c'est au Danemark, donc c'est l'école dont on a parlé tout à l'heure. Et ça, c'était donc à Mexico, Solar Graffiti. On a voulu vous présenter quelques images à travers le monde pour vous montrer que c'est quelque chose qui est assez global et qui se fait partout, et que des idées, enfin que ça émerge de partout et que c'est une dynamique qui est internationale et qui se diffuse. Et que des exemples, on en a partout et que ça peut rassurer la collectivité de voir que des exemples existent un peu partout et surtout qu'il y a des résultats derrière. Alors, je vais sélectionner deux questions qui sont un petit peu antagoniques, mais qui parlent de la même chose, c'est-à-dire de l'utilisation de la couleur. Que pouvez-vous dire sur l'utilisation des couleurs vives dans ce genre de design? Est-ce que c'est systématique, stratégique? C'est une question de goût. Voilà. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut aussi faire des couleurs qui s'intègrent mieux à des ambiances plus naturelles, des ambiances de parc? Donc, on imagine des couleurs qui se fondent plus dans un environnement plutôt qu'imposent à l'environnement. Voilà. Est-ce que les deux se pratiquent? Les deux peuvent se pratiquer. Après, pourquoi on a des couleurs qui sont pimpantes sur les exemples qu'on a présentés, on est vraiment sur le design actif. On invite à la gesticulation, au mouvement. Donc, on va avoir des couleurs qui sont plus adaptées au mouvement. Par exemple, le rouge, l'orange, le jaune, c'est des couleurs qui sont des couleurs dynamiques. C'est sûr que si on met du vert, le vert, c'était la couleur qu'on mettait dans les bibliothèques avant. Donc, c'est le calme et c'est pas forcément ce qu'on cherche. Par contre, si on veut créer des spots d'activités liées à des activités sportives comme le yoga, par exemple, dans un parc ou dans une ruelle, on va probablement utiliser une couleur qui va être plus neutre et plus calme et qui va permettre la concentration. Donc, on ne va pas être sur le même jeu de couleurs. C'est une bonne question. C'est vrai qu'on utilise beaucoup, nous, des couleurs hyper vives dans nos propres aménagements. Alors, il y a vraiment beaucoup de questions, donc si tu arrives à faire des réponses courtes, je pense que ça satisfera tous ces gens qui en posent. Donc, les normes en fonction des différents pays où vous réalisez vos projets, peuvent-elles vous bloquer pour certaines réalisations? Il faut s'adapter aux normes locales, en fait. Et c'est toujours possible. C'est toujours possible d'avoir une réponse locale. Très bien. Vous évoquez la réversibilité. Quels sont les produits utilisés pour changer régulièrement les fresques au sol? Et quelles sont leurs durabilités? Vous avez des peintures qui sont des peintures acryliques et qui sont liées à des produits qui vont permettre à la peinture d'être effacée assez facilement. On a des adhésifs qu'on peut coller, qui ont une durabilité plus ou moins longue, qu'on peut décoller. Il existe du mobilier en fait qu'on va pouvoir déplacer et qui ne va pas avoir d'impact sur le sol. Voilà. D'accord. Utilisez-vous le design actif pour dynamiser les nouvelles ZAC durant les travaux qui mettent plus de 10 ans pour sortir entièrement de terre? C'est quelqu'un qui, manifestement, va devoir dynamiser une ZAC. Je me pose la question. Ah oui, ça fonctionne très bien parce que vous allez créer quelque chose, une activité sur cette zone qui va mettre 10 ans à sortir de terre. Donc, voilà, il y a des plateaux complets qu'on peut tout à fait imaginer avec une durée de vie réduite et où on va pouvoir transformer le site pour lui amener un dynamisme pendant cette période-là et pas en faire le lieu où personne ne veut aller, où il va y avoir des mauvais usages et des mésusages qui vont s'installer. Donc on va éviter ça en créant des éléments de ce type-là qui vont sécuriser le site et qui vont amener les gens à y venir. Non, c'est vrai qu'on imagine bien ça en usage transitoire, ça s'y prête. Oui, ça fonctionne très bien. Fait, ouais. Alors, les dispositifs mis en place pour mettre à disposition les ballons, donc on parle de votre exemple avec les ballons dans la boîte là, sont-ils gratuits pour les utilisateurs et comment s'assure-t-on que les ballons soient bien remis en place à la fin? Alors, c'est une boîte qui est hyper technique et hyper technologique. Donc, c'est un équipement, soit la collectivité vous le met gratuitement à disposition, soit vous avez un abonnement à prendre avec votre application. Vous avez deux choix. Après, vous allez avoir une application qui va être reliée, quoi qu'il arrive, à un moyen de paiement, donc à une carte bleue. Pourquoi? Parce que c'est un équipement qui fonctionne sur la confiance, ça a été développé au Danemark, le pays mondial de la confiance, pas comme ici, mais c'est un équipement qui a été développé sur cette façon. Donc là, moi, je vais prendre l'équipement, voilà, je prends mon ballon de basket, par exemple, je dois sur mon application donner l'état du ballon de basket que je récupère.
hop, je vais jouer avec mon ballon de basket. Quand je remets mon ballon de basket, je vais devoir dire dans quel état je remets le ballon de basket. Et après, à l'intérieur de la boîte, vous avez différents capteurs qui vont calculer la place que prend le ballon de basket, le poids que prend le ballon de basket, etc. Pour pas que la boîte considère que si vous avez remis un pavé à la place de votre ballon de basket, vous y ayez bien mis votre pavé ou votre ballon de basket. Donc, le suivi est très bien. Et derrière, il y a quelque chose qui est fatal, hein, c'est qu'il y a une intelligence artificielle. Si un quart d'heure après, vous avez pas remis votre ballon, vous allez recevoir un SMS. Bonjour, vous avez été crédité de 70 € pour votre ballon de basket. Donc, c'est assez. Il n'y a pas de possibilité de négocier. Donc, c'est oui, non. Et ça s'arrête là. Donc, c'est pratique. J'imagine. J'enchaîne. Hein. Les aménagements de type cheminement intercommerce vous semblent-ils réalisables dans le cadre d'un centre-bourg rural, c'est-à-dire avec une quinzaine de commerces en cœur de bourg seulement? Ah, on peut tout à fait créer sur la rue un cheminement bien plus simple et bien moins pimpant que ce qu'on a pu montrer et qui soit adapté au site. C'est aussi ça, c'est comment on s'adapte au site existant. Il n'y a rien de défini, complètement défini, et donc il y a une étude qui va être mise en place et puis on analyse les éléments pour s'adapter. Je ne vais pas avoir une réponse préconçue. Donc on va peut-être jouer avec les couleurs de pavé, si on veut changer la rue, on va peut-être jouer avec de la peinture, on va peut-être créer des marqueurs au sol dans différentes matières qui vont permettre ce cheminement. Alors, je suis désolée, j'en ai plein à valider. Je valide toutes mes questions. Je reviens aux questions. C'est une vraie gymnastique de faire ça en même temps. Alors, comment choisir les endroits qui seront aménagés? Faut-il d'abord déterminer quels sont les flux ou l'aménagement crée-t-il le flux? L'aménagement va créer le flux puisque c'est ce qu'on cherche à faire, hein, c'est dynamiser un espace et c'est le transformer et ou transformer l'usage du site. Voilà. Sur un vieux parking par exemple où on va avoir des échanges, des espaces de deal, on peut transformer cet espace-là en améliorant la proposition à travers le design actif. On peut travailler par exemple sur un souterrain, un parking souterrain qui ne fonctionne plus, qui n'a plus d'usage. On peut transformer ce parking souterrain en équipement ludique et sportif en lui donnant une nouvelle âme, en créant un skatepark en dessous, en créant une aire de jeu en dessous, en s'adaptant à l'existant. Et là, on va créer un nouvel usage. Donc, l'équipement. Si on met en place un équipement type design actif dans une ville et qu'on n'amène pas du monde, c'est qu'on s'est planté, basiquement. Donc on est vraiment là pour créer l'opportunité et créer l'activation. Alors on a une personne qui revient sur cette vision un peu genrée des choses qu'on a évoquées à un moment, d'utiliser par des jeunes hommes plutôt que par des jeunes femmes de certains espaces publics, et qui dit « La vision genrée des usages implique des biais assez dommageables pour la mixité, me semble-t-il. Travailler à l'inclusion au sein même du terrain de foot, ne serait-ce pas une option qu'on ne considère pas assez, en fait. Voilà, elle propose de ne pas forcément changer les... qu'on garde les terrains de foot, mais qu'on travaille autrement, voilà. Plutôt que proposer des espaces publics pour les filles. Le terrain de foot, il y a toujours de la place pour le terrain de foot. L'idée, c'est de se dire, comme dans une cour d'école, que le terrain de foot, potentiellement, s'il prend 90% de la surface au sol, il prend trop de place. Donc déjà, on peut réduire ce terrain de foot pour proposer toujours cette activité foot qui est souhaitée et qui est souhaitable pour les jeunes hommes qui ont envie d'y jouer, mais de créer autre chose à côté. Et après, il y a également des nouvelles règles ou des nouveaux jeux qu'on peut mettre en place sur un terrain de foot pour avoir une pratique plus mixte et amener la mixité dans le sport. Là, on a vu aux Jeux Olympiques, ils ont proposé à Tokyo, ils ont proposé pas mal de disciplines où on avait des équipes mixtes. Et ça a beaucoup plu, les gens ont suivi. Moi, j'étais à fond derrière l'équipe de France de judo sur la médaille d'or mixte qui existait à la fin. Et on a eu pas mal d'exemples de ce type-là sur les JO, ça fonctionne très très bien. Donc c'est une volonté aussi de développer un équipement plus mixte et de proposer quelque chose où les gens peuvent jouer ensemble. Donc il y a des activités qui se mettent en place pour ça. Donc on peut, après c'est une question de règles, hein, mais on peut imaginer que si je joue au foot, si moi je suis très bon, je marque un but, mon deuxième but il comptera comme un seul but, mais que si une jeune fille marque le deuxième but, le but de la jeune fille comptera double. Donc on va inciter les gens à jouer avec les autres, avec les enfants,
à travers les règles pour créer quelque chose. Mais là, c'est pas mon job, là. C'est des pistes qui sont. Enfin, si je peux me permettre de commenter cette question, il y a quand même des travaux de chercheurs vraiment importants sur ce type de sujet et on peut trouver une littérature assez poussée si on veut se renseigner davantage sur ce genre de choses. Alors, il a été évoqué très rapidement le sujet de la durabilité. Alors, il y a des gens qui ont quand même envie que ces aménagements temporaires, a priori, donc on a évoqué que certains de ces aménagements temporaires, a priori, pour ne pas lasser, est-ce qu'on peut quand même les retrouver sur le temps long? Il y a des gens qui ont envie de les garder. Et si oui, quelles conséquences sur les usages, les ressources, les matériaux? On va pas. Oui, on peut retrouver. On peut faire des éléments plus longs. C'est simplement au niveau des matériaux. On va choisir différemment les matériaux, par exemple, pour que ça soit plus résistant dans le temps et que ça soit plus adapté à un usage sur le long terme. C'est une question de choix de matériaux et de finition. Ouais, tout est assez possible, en fait. C'est possible. Il faut pas s'empêcher, en fait. Il faut vraiment être amené à créer des choses et à innover. Il ne faut pas se mettre de limites parce que là, par exemple, cet exemple-là, il a nos limites. Il y a une nouvelle piste d'athlétisme qui a été créée. Les terrains de basket, ils n'ont rien de conventionnel sur cette photo. Les tournesols qui servent de table, ça n'a rien de conventionnel non plus. Mais c'est quelque chose qui est créé pour durer sur le long terme et animer un quartier et un bas d'immeuble. Et ça, c'est vraiment fait pour durer. Il y a justement une personne qui semble répondre à cette question en disant « N'y a-t-il pas un risque d'effet de mode qui pourrait justement passer très vite ?» Je rejoins la question de la réversibilité possible. Donc, c'est un peu le pendant de l'autre question à l'inverse. C'est également ça. Voilà, on teste des choses, on met en place des choses. Si dans un an et demi ça convient plus, on a la capacité de faire évoluer la chose et de renouveler l'expérience. Il faut aussi prendre ça comme une expérience et pas comme quelque chose d'abouti et comme quelque chose qu'on va laisser sur le long terme. Mais c'est vraiment différentes approches. On peut faire une approche sur le long terme et une approche plus sur une durée courte pour répondre à des besoins d'un moment. Alors, on a une personne qui vivait devant la Pink Alley de Vancouver. Ouais. Il dit que cette ruelle était vide toute la journée et que les gens venaient se déplacer surtout pour prendre des photos et non pas pour utiliser le lieu. Donc, comment faire pour que ça ne se passe pas comme ça? Ouais, ça, c'est le souci de certains sites, effectivement, qui deviennent des soucis, des lieux Instagrammables complètement. Et les gens, et comme on a créé ce nouvel usage et que les gens se déplacent pour voir ça, le lieu ne va plus être utilisé comme étant le lieu d'aménagement, mais comme le lieu où je vais aller Instagrammer, où je vais aller me faire une pause pour être pris en photo. Et là, ce qu'il faut bien penser là-dessus, c'est qu'après, une collectivité, quand elle va mettre en place un équipement, il faut qu'elle puisse proposer l'animation du site. Un terrain multisport, si je le laisse, tout à l'heure on en a parlé, mais si je laisse le terrain multisport tout seul, par moment il va être inanimé. Alors que si j'amène de l'animation, des éducateurs, des gens qui viennent dessus et qui l'animent, cet équipement-là, il va trouver un usage quotidien et sur toute la journée. Et c'est typiquement là l'exemple que donne cette personne, il est très bon parce que si cette ruelle était animée, on aurait eu un usage tout au long de la journée. On peut imaginer que cette ruelle puisse être utilisée à 10 h du matin pour aller faire de la gym, à 12 h comme un coin de lecture, et puis le soir comme un lieu plus animé, et pour créer cette dynamique-là. Donc c'est un ensemble. Alors, quelle place du design actif dans les projets de NPNRU, c'est-à-dire de renouvellement urbain, les quartiers défavorisés qui reçoivent actuellement des subsides de l'État pour être réaménagés, réhabilités, retrouver justement de leur activité? On a des demandes qui arrivent effectivement de plus en plus sur ces quartiers-là. Le terme de design actif, c'est un nom qui est donné à quelque chose qui potentiellement pouvait exister dans le passé, comme un aménagement. Donc il y a certains aménagements du passé qui étaient du design actif sans se nommer comme ça. Là, sur cet équipement-là, sur ces aménagements-là, on a des demandes qui arrivent, mais c'est assez nouveau. Donc on discute avec les gens, on leur présente les choses et puis on analyse ces nouvelles propositions parce que effectivement des espaces complètement opposés à ce qui se fait habituellement, c'est surprenant et il faut avoir la volonté de le faire. Donc derrière, il y a des facilités. Dans les zones, le terrain multisport est une facilité pour les zones
de ce type-là, parce que voilà, on sait que ça fonctionne, on sait que si on met le terrain de basket, il va y avoir 50 jeunes qui vont jouer sur le terrain de basket. Chic, ça fonctionne. Non. En fait, vous avez amené un produit qui va répondre à un usage, mais vous n'avez pas amené une solution à l'aménagement. Donc, c'est des aménagements plus globaux qu'il faut imaginer pour répondre à ça. Mais c'est des endroits passionnants, parce que moi, ça fait 15 ans que j'ai cette boîte-là, et ce que je peux remarquer, c'est que quand on travaille avec des zones sensibles, quand on travaille sur le beau, les gens sont plus précautionneux que quand on leur met un truc basique. Quand on travaille sur la concertation, les gens sont plus précautionneux et s'accaparent le produit. Et c'est ce qu'on cherche à faire, c'est que cet équipement-là puisse permettre à la collectivité et aux gens qui habitent sur le site de se l'approprier. S'ils ne se l'approprient pas ou si tout le monde ne se l'approprie pas, on aura raté l'aménagement. Et c'est ce qu'on cherche à faire, donc en proposant des... Il y a justement quelques questions qui ont trait à ce processus de concertation. Est-ce que c'est vous qui vous en occupez? C'est les municipalités? Comment ça se passe? Et est-ce qu'on évalue plusieurs mois, plusieurs années après les aménagements de design actif? Est-ce qu'il y a des expériences comme ça qui sont... Donc nous, on va pousser les collectivités à faire des concertations. Donc on peut travailler avec les collectivités pour les aider à les faire. On les pousse à les faire. On va créer des conseils municipaux de jeunes, par exemple, ou des conseils municipaux dédiés pour ça. On va créer des petites commissions et des éléments qui vont nous permettre de travailler et de faire des enquêtes. On a des appels d'offres qui sortent ces derniers temps sur lesquels on répond et où on va s'associer avec des sociétés qui sont spécialisées dans l'analyse des faits sociaux et de la population sur le site. Donc où on va étudier plus profondément ce qui se passe et comment utiliser le quartier pour cela. Je crois que j'ai répondu à la question. Oui, je pense aussi. Alors, on a une question sur une question d'argent, le prix moyen d'une telle opération. Alors, je ne sais pas de quelle opération on parle, mais en gros, la personne dit une fourchette basse et une fourchette haute. Ça s'articule entre combien et combien si on veut faire quelque chose de pas trop cher et quelque chose de très cher, j'imagine qu'on peut aller mais combien a coûté la ligne verte à Nantes, par exemple? Je ne sais pas que vous ayez la réponse. Oui. Non. Je pense la ligne verte en elle-même pas très chère, c'est un bandeau de peinture qui fait 5 cm de large. Mais après, il y a le réaménagement de la ville à l'endroit où ils ont mis les statues, où ils ont mis les... C'est un festival annuel, donc le voyage à Nantes, c'est en permanence renouvelé, c'est des énormes budgets consacrés à la culture. L'île de Nantes en fait partie, par exemple, donc c'est absolument canon, donc c'est un produit vraiment global. Mais on peut faire quelque chose qui fonctionne très bien à 200-300 € en transformant par exemple un banc public peut devenir un banc totalement actif en lui ajoutant juste un petit panneau à côté où on va expliquer 20 mouvements de gymnastique ou de fitness et on va transformer le banc que tout le monde a dans sa collectivité en banc actif. Et ça va coûter 200, 300, 400 €. Et on va juste avoir ajouté ça. On peut transformer un espace, une rue ou un quai, là, comme derrière nous, en un lieu où on va pratiquer le skate en rajoutant des couleurs au sol et en rajoutant 2-3 petits modules. Et on peut avoir quelque chose qui devient un élément skatable et où on va venir pour avoir cette pratique-là pour 10 000 €. Mais après, on a des projets qui coûtent bien plus cher, hein, qui sont sur des millions d'euros et qui... c'est des projets d'aménagement globaux. Alors, on a une question. Est-ce que le design actif est écolo-compatible? Parce que ça utilise beaucoup de peinture quand même pour une durée limitée. Peut-on utiliser des matériaux plus naturels, compatibles avec des usages actifs? On peut tout à fait utiliser des matériaux naturels. Nous, les peintures qu'on utilise, c'est des peintures à l'eau. Donc, on essaie de ne pas utiliser de produits avec des solvants. Tout ce qui est stickage au sol, c'est un peu compliqué parce que en termes de recyclage, il n'y en a quasiment pas en fait. Une fois que c'est destické, c'est quelque chose qu'on doit virer. Mais derrière, on réfléchit à des produits qui soient plus écolo-responsables. Là, ce qui est intéressant, par exemple, en ce moment, c'est que Paris 2024 est à fond sur le design actif et va le diffuser beaucoup et va aider au développement de ça. Et derrière, il y a toute leur démarche héritage qui se met en place avec comment on fait justement pour que ces équipements-là restent dans le temps et comment on fait pour qu'il y ait cet aspect éco-citoyen qui soit respecté. Derrière, on travaille les matériaux, on travaille le sourcing, on fait en sorte que les équipements viennent de plus près, que les bois soient de forêt d'à côté, avec
que le métal soit réutilisé. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut tout à fait imaginer ça, mais c'est un travail à mettre en place, hein, sur du recyclage et de la transformation de produits. Un vieux hangar peut tout à fait devenir un spot complètement dément de design actif, où vous allez avoir des différentes activités qui vont se mettre en place dans ce hangar. Le réusage est hyper prégnant là-dedans. Et justement, on avait une question, est-ce que à Paris, il y a des réalisations déjà en matière de design actif? Et si oui, lesquelles? À Paris, là, par exemple, il y a la Fédération française de basket qui avec la BPCE, a enjolivé plusieurs terrains de basket, par exemple, en donnant de la couleur, comme j'ai montré tout à l'heure, là, en mettant des grandes fresques sur les terrains de basket pour amener les gens à venir sur le site. Il y a des marques aussi en région parisienne qui sponsorisent des aménagements sportifs, qui vont voir les villes et qui leur disent, voilà, c'est moi qui prends en charge cet équipement-là, je vous le transforme, je vous le fais beau. Par contre, vous me le mettez à disposition et derrière, je paye toutes les choses. Donc, il y a un terrain à Clichy pendant Roland-Garros l'année dernière qui a été réalisé pour Djokovic, avec une association dédiée à la pratique de développement du tennis pour des personnes défavorisées, il me semble. Donc, le terrain a été peint, le mur a été peint, c'est magnifique. Et derrière, il y a une association qui prend en charge le développement de la pratique du tennis pour les gens qui n'y ont pas accès. Je crois que c'est Adidas qui, il n'y a pas longtemps, a payé un terrain pour Pogba, le joueur de l'équipe de France, à Manchester, dans sa ville natale, et qui a mis à disposition ce terrain-là, et qui a enjolivé le terrain. Le terrain, maintenant, il est magnifique. Et il est beau. Il est beau pour la photo. D'accord. Alors, à qui peut-on faire appel si on a envie de se lancer dans le design actif quand on est une ville? Y a-t-il des agences spécialisées? Est-ce que les artistes travaillent là-dessus? Est-ce que d'ailleurs vous travaillez avec les artistes? C'était une autre question, j'en profite pour en mettre deux en une. Nous, on travaille avec des artistes. On a des artistes avec lesquels on collabore et qu'on fait intervenir sur des sujets. Il existe des sociétés qui se sont spécialisées sur le travail avec les artistes et les street artistes, donc ils vont répondre à des fresques. Donc, la plupart des terrains qui se font aujourd'hui se font par des sociétés qui sont vraiment spécialisées là-dedans et qui amènent des artistes, des types d'agents d'artistes. J'ai oublié un bout de la question. C'était si on a envie de se lancer dans le design actif, on fait appel à qui? Il y a des agents spécialisés. Bon, vous travaillez. C'est répandu, ça se trouve facilement. Je pense que c'est un peu ça le sens de la question. C'est un phénomène qui est relativement nouveau. Enfin, dans la façon de faire, on n'est pas uniquement dans la vente de produits et de catalogues. Donc, il faut avoir l'envie de proposer autre chose et de proposer un autre type de commerce. Donc, c'est une autre relation. Donc, c'est un marché qui va s'ouvrir et qui va être de plus en plus important. Donc, effectivement, il va y avoir de plus en plus de sociétés qui vont proposer des choses. Nous, ça fait des années qu'on y réfléchit et qu'on met en œuvre des éléments de réponse. Déjà, en priorité, appelez-nous et puis après, on vous orientera. Alors, une question un peu corollaire, où peut-on trouver une plaquette de documentation présentable pour des collectivités? Je ne sais pas comment on va fonctionner encore, mais on a un document qu'on va pouvoir mettre à disposition, téléchargeable, etc. Puis notre interview sur Urbis-le-Mag peut faire l'affaire aussi. Hein. C'est pas une plaquette, mais enfin c'est assez court et je pense que ça peut être remis à une collectivité. J'ai pas pu vous faire répondre à toutes les questions, mais peut-être une toute dernière, parce qu'elle est intéressante, c'est le sponsoring que vous venez d'évoquer par les entreprises privées qui est tentant, mais du coup, c'est plus la collectivité qui choisit comment sera aménagé l'espace public et ce n'est plus l'intérêt général qui prime, mais un intérêt privé. Voilà, ça serait la dernière question, un petit peu pour la gratter. Après, il faut que ce soit fait en concertation avec la ville, hein, que la ville soit d'accord. La ville, je ne sais plus quelle est la ville de Pogba, par exemple, mais elle est ravie que Pogba ait grandi dans cette ville. Donc ça amène aussi quelque chose d'ultra positif dans la ville. Donc il y a cet échange qui se met en place. Et après, c'est quand même des travaux qui, là pour le coup, ce terrain-là a dû coûter entre 50 et 80 000 euros. Donc c'est pas négligeable pour une collectivité. Donc il y a des villes qui disent non, hein, il y a beaucoup, enfin on a quelques demandes par mois, je dirais,
où on nous dit, est-ce que vous avez connaissance de terrain que les villes seraient prêtes à mettre à disposition d'une marque pour venir équiper le terrain? Mais c'est pas facile à trouver, parce que les villes, en fait, sont assez réfractaires à l'idée de dire, ok, on met à disposition le terrain. C'est assez dommage. C'est assez dommage, mais effectivement, le financement des équipements, que ce soit le design actif ou des équipements ludiques et sportifs, ça va être une question dans l'avenir. Enfin, c'est un autre sujet. Mais les boîtes privées vont s'y intéresser de plus en plus pour investir l'espace urbain et l'espace de la ville à travers de ce type d'aménagement. Il y a des fondations qui le font très bien, qui ne communiquent pas dessus et qui aident à l'aménagement de sites et à la création d'espace. C'est un domaine qui va énormément bouger dans les prochaines années, ça c'est certain. Bah oui, si on regarde par exemple les équipements sportifs qui sont aux États-Unis, nous on a des équipements sportifs aux États-Unis, les équipements c'est des mécènes, c'est des entreprises qui payent. Ils n'ont pas du tout le même lien à la pratique sportive que nous parce qu'on ne peut pas avoir les mêmes résultats que eux et la même façon de fonctionner. On n'a pas le même type d'équipement et on n'a pas les mêmes types de financement. Et on n'a pas la même culture de l'espace public. Et on n'a pas la même culture, tout à fait. En tout cas, on vous a donné une piste pour envisager l'avenir des espaces publics dans les années qui viennent. Je pense qu'on reparlera du design actif, on reparlera de ce genre de réalisation certainement rapidement. Je voulais remercier Nicolas Levera d'avoir été avec nous, d'être venu à Dunkerque pour nous parler de son travail et d'un travail qui le passionne. Ça aussi, je pense que il vous a sans doute communiqué son enthousiasme. Je voudrais aussi remercier pour la technique Alain Caniparo qui n'est pas visible mais qui est parmi nous. Et je voudrais remercier également Franck Mérel, le directeur de l'agence d'urbanisme de Dunkerque, ainsi que Bernard Wesbecker, son président, pour la confiance accordée et renouvelée à chaque webinaire. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois sur un sujet sur lequel je suis en train de travailler. Ce sera la surprise et je vous dis à très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.